Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui, ça va. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Non, mais tu ne me demandes pas, tu critiques pas un peu le match d'hier? Non, c'est bon. Quand tu fais le pont. Vous-même, vous savez que Chelsea a eu beaucoup de problèmes. Bon, avec le départ d'Ibrahimovic. Je on a perdu du pognon l'année dernière. On a même voyagé en bus quand même. Il faut nous comprendre. Je te le concède. Vous savez que Chelsea, au sommet de sa forme, le Real ne peut pas nous battre. On vous l'a déjà prouvé en demi-finale de Champions League. On a pris la Champions League devant le Real, pas devant un petit club. Il faut vous faire, il faut nous respecter. Ne remue pas le couteau dans la plaie. Non, il faut être honnête. Il y a des manières de gagner, mais quand tu élimines un grand pour gagner, tu marques l'histoire. Non, tu sais qu'on vous élimine 2 fois de suite. Oui, mais on est dans les problèmes. Je comprends. Il y a une situation de non, Covid. Mais hier, vraiment, honnêtement, vous avez joué. Hein? Vous avez eu la possession. Hein? Vous avez eu plus de possession. Vous avez fait plus de passes que le Real. Vous avez fait plus de tentatives que le Real. D'accord? Donc, ça veut dire que vraiment, intrinsèquement, vous avez donné. Les joueurs ont fait de leur mieux, quoi. Vraiment, on peut pas leur dire qu'ils sont allés de manière Franck Lampard n'a même comme pas des eu le temps victimes de expiatoires travailler. sur le terrain. Non. Mais Franck Lampard, il fait avec l'équipe qu'il a. Voilà. Malheureusement. Donc, c'est pas la meilleure équipe qu'on ait vue à Chelsea, mais bon, malheureusement. Ouais, c'est vraiment Et pas puis la aussi, meilleure tu équipe sais, qu'on a eue. Chelsea a eu quand même 2 années où ils n'ont pas pu faire un véritable recrutement aussi. Donc, c'est tout ça qui pèse, malheureusement. Ouais, avec Aubameyang qui est quasi inexistant. Ça, c'est une autre histoire. Voilà. Voilà. L'actualité internationale nous amène où? On va essayer de comprendre ce qui se passe au Soudan. Où Ouais, j'allais te demander. Depuis samedi dernier, on est au bord, on est même déjà au début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle guerre civile au Soudan. Parce qu'il faut savoir que ce pays qui a accédé à l'indépendance dans les années 60 a connu très rapidement une succession de phases d'instabilité et de guerre civile. On pensait que cet épisode-là était passé notamment à l'ère quand on a basculé dans les années 2000, mais même si, notamment avec la fin de la guerre au Sud-Soudan, dans la région du Darfour, et aussi avec l'indépendance de la République du Sud-Soudan, qui était en guerre depuis 1983 avec le pouvoir central de Khartoum. Donc on pensait vraiment que le Soudan avait terminé avec ces vieux démons de l'instabilité et de la guerre. Malheureusement, ce à quoi on assiste là nous a malheureusement rappelé que le pays reste encore extrêmement fragile, particulièrement depuis le coup d'État de 2019, coup d'État qui avait vu le départ d'Omar el-Béchir qui était resté au pouvoir là pendant près de 3 décennies. Et donc, à la chute d'Omar el-Béchir en 2019, il va y avoir un gouvernement civil qui va arriver au pouvoir parce qu'Omar el-Béchir, lui, sort de l'armée. Et ce gouvernement-là va malheureusement être mis de côté par un putsch en octobre 2021. Et donc, il faut savoir que Abdallah Hamdok, qui était le premier ministre civil, donc, avait dû être exilé, notamment aux Émirats Arabes Unis. Et donc, depuis, il y avait un bicéphalisme à la tête du Soudan. Le bicéphalisme qui était incarné par 2 personnalités. Il y a une qui est le général Abdel Fattah al-Hamdok, celui-là qui est l'homme fort du Soudan, qui est le commandant en chef de l'armée et qui est aussi le président du conseil le conseil de transition soudanais. Alors, à côté, il y a aussi une autre personnalité, à savoir Mohamed Adam Dagalo, qui est surnommé Emeti, qui est lui le patron des forces de soutien rapide. Alors, Emeti, ce n'est pas véritablement un militaire, au sens où il n'est pas issu des forces armées régulières. Il a la tête des forces de soutien rapide qui sont un peu une émanation de ces milices armées-là qui avaient été formées par Omar el-Béchir dans fin des années 90, début des années 2000, pour mater la rébellion, notamment des Sud-Soudanais au Darfour et notamment dans la région, dans l'actuel Sud-Soudan. Et donc,
à la fin du conflit donc au sud du Soudan, donc avec la création, l'indépendance de la République du Sud-Soudan, et puis grâce aux accords de paix qui avaient permis justement la fin de la guerre au Darfour, eh ben, si tu veux, restait maintenant la question de qu'est-ce qu'on va faire des milices Ndjadjaouid, qui étaient des milices qui étaient soutenues par le gouvernement d'Omar el-Béchir. Qu'est-ce que l'on devait faire de ces milices-là? Et donc la question était de savoir si justement on devait ou pas les intégrer dans l'armée régulière soudanaise. Et donc c'est la raison pour laquelle ces milices Ndjadjaouid se sont transformées en forces paramilitaires qu'ils ont appelées les forces de soutien rapide, qui étaient devenues une espèce de supplétif de l'armée régulière soudanaise. Et donc le général Mohamed Adam Dagalo, donc lui, qui était à la tête des milices Ndjadjaouid, va tout naturellement prendre la tête des forces de soutien rapide, et on va bien entendu lui coller l'étiquette de général. Et donc à l'opposé donc du général Abdel Fattah al-Burhan, qui lui a fait toute sa carrière dans l'armée et à la tête évidemment de l'armée régulière soudanaise. Et donc les deux hommes avaient vu d'un très mauvais œil le fait que les civils et d'abord été à l'origine de la chute de Omar el-Béchir. On se rappelle de la révolution dite de la révolution du pain. Il ne faut pas l'oublier, c'était l'inflation du prix des céréales qui avait entraîné une flambée des prix du pain, qui avait amené dans la rue des milliers de Soudanais qui n'en pouvaient plus de la cherté de la vie. Et c'est à partir de là que, évidemment, il va y avoir une espèce de série de manifestations qui vont embraser l'ensemble du pays. Et donc les militaires, en l'occurrence le général Abdel Fattah al-Burhan, qui était le numéro de Omar el-Béchir, va donc décider de le renverser et de prendre le pouvoir. Et à partir de là, bien entendu, Mohamed Hamdan Dagalo, donc Hemeti, va le soutenir dans cette action-là. Et donc maintenant, la question était de savoir, après la chute d'Omar el-Béchir, les deux hommes aussi vont voir leurs intérêts se rapprocher, dans la mesure où ils vont considérer que les civils, enfin, ou en général le premier ministre Hamdok, risquait de ramener une véritable démocratie au Soudan, et cela devait léser les intérêts aussi bien de l'armée régulière, qui est au pouvoir depuis des décennies, depuis en réalité 1983, la première fois que le général Ferry avait pris le pouvoir au Soudan, donc les militaires ne l'ont plus jamais lâché. Et donc pour cela, Hemeti, qui a aussi des visions en termes des visions politiques, en termes de prise de pouvoir aussi, s'est donc allié avec le général Burhan pour évincer les civils. Et donc c'est ce qui s'est passé lors du coup d'État d'octobre 2021. Et donc ces deux généraux avaient fait un front commun pour prendre le pouvoir. Mais évidemment, très vite il va y avoir des dissensions entre les deux hommes. Les dissensions étaient dues au fait à quoi? Étaient dues à quel fait? C'était justement dû au fait de l'intégration des forces de soutien rapide dans l'armée régulière. Alors, il semblerait que le général Abdel Fattah al-Burhan n'était pas particulièrement chaud pour intégrer les forces de soutien rapide dans l'armée régulière soudanaise. Pourquoi? Parce que, évidemment, il estimait que s'il le faisait, il risquait de perdre le soutien des islamistes, les islamistes qui sont également pour la plupart des émanations de l'ancien parti au pouvoir, le parti du Congrès national, le parti de Mohamed el-Béchir. Et donc ces islamistes-là auraient tout intérêt, aux yeux de certains observateurs, à ce que justement les deux personnalités ne puissent pas se rapprocher, et au contraire qu'ils puissent semer même le chaos au pays, avec l'espoir que ce chaos-là devrait leur permettre justement de tirer leur épingle du jeu et probablement de revenir au pouvoir. Et donc pour cela, ils estiment donc qu'ils ont donc mis la pression sur le général Burhan pour que celui-ci ne puisse pas intégrer les forces de soutien rapide, et ils reprochent justement, parce que les islamistes, donc les membres du parti, le parti du Congrès national, reprochent aussi au général Hemeti d'avoir soutenu, si tu veux, les civils lors de la chute de pouvoir de Omar el-Béchir. Omar el-Béchir qui était véritablement celui qui était le soutien des milices Ndjadjaouid, qui ont vu justement la montée en puissance d'Hemeti et donc la
avec la création des forces de soutien rapide. Et donc, si tu veux, les islamistes vont donc mettre la pression chez Al-Bourhan. Et Al-Bourhan aussi sentait un peu certaines velléités de puissance de la part du général Hemeti. Et donc, il voyait aussi d'un très mauvais œil le fait qu'il ait à ses côtés une personnalité avec autant de moyens militaires, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les forces Janjaweed étaient alimentés par le gouvernement d'Omar el-Béchir, donc ils ont un arsenal militaire qui est considérable. Et après le coup d'État d'octobre 2021, il va y avoir une espèce d'éloignement entre les deux zones qui va se traduire par une militarisation, notamment de la capitale soudanaise, Khartoum. On va voir à la fois les hommes des deux parties, donc des forces armées régulières et les forces de soutien rapidement occuper certaines zones, plusieurs zones de la capitale Khartoum. Et on va aussi voir cette scission-là être révélée par les nombreux déplacements à l'étranger de ces deux personnalités-là. Le général Abdel Fattah al-Bourhan, lui, va plutôt aller du côté de l'Arabie, du côté de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite, où il va obtenir des soutiens là-bas. Et puis, le général Hemeti, lui, va plutôt obtenir des soutiens auprès d'autres pays du Golfe, notamment le Qatar. Donc tout ça va faire que, avec ces soutiens extérieurs, les deux hommes estiment qu'ils sont en capacité de pouvoir garder le pouvoir, de pouvoir conserver le pouvoir pour le général Al-Bourhan ou de le conquérir pour le général Hemeti. Et c'est donc à partir de là que les choses vont se dégénérer le 15 avril dernier, où on va assister à une véritable guerre larvée entre ces deux groupes-là. Alors, véritablement, quelle est la situation à Khartoum? Elle est très critique. On estime que selon certains observateurs qui sont dans la capitale soudanaise, il faut savoir qu'on estime à peu près 600 blessés, le nombre de personnes qui ont été admises dans les hôpitaux de la capitale. Maintenant, le nombre de morts, on n'en sait pas exactement le chiffre. Certains parlent de 50, 60, d'autres donnent jusqu'à 150 morts des deux côtés, des belligérants. Et donc, pour l'instant, évidemment, cette situation est extrêmement inquiétante parce que le Soudan, dans cette partie à la fois du Maghreb et de la partie sahélienne, c'est quand même un gros poisson. C'est un pays qui est stratégique aussi de par sa position géographique, avec l'accès notamment sur la mer Rouge. Donc tout ça fait que, évidemment, le fait que ce pays s'embrase reste hautement problématique à la fois pour les voisins et aussi pour la stabilité de la zone sahélienne. Donc tout ça amène à raviver de vives inquiétudes parce qu'on sait qu'on a la menace terroriste malheureusement qui continue à pulluler dans le Sahel avec le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Nigeria. Donc il y a cette situation-là. Il y a aussi la situation humanitaire qui est extrêmement grave déjà au Soudan. Il ne faut pas l'oublier, depuis la chute de Omar el-Béchir en 2019, la situation humanitaire s'est dégradée. On a une crise alimentaire aussi qui a été accentuée par le fait de la flambée des denrées alimentaires suite à la guerre en Ukraine. Et donc tout ça fait que la situation des populations soudanaises est extrêmement inquiétante. Et cette guerre civile vient encore, si tu veux, aggraver la situation. Donc la communauté internationale est déjà à pied d'œuvre pour essayer d'amener les deux parties à un cessez-le-feu. L'Égypte notamment est en tête de file, aidée en cela par les pays du Golfe au sein de la Ligue arabe pour essayer d'inciter les deux hommes à revenir à la raison et au dialogue en réalité. Alors, ce qui est sûr, c'est que le général Abdel Fattah al-Bourhan a déjà donné son accord de principe pour la mise en place d'un cessez-le-feu de moins de 24 heures pour au moins permettre à ceux que les blessés qui sont encore dans la ville puissent être envoyés dans les hôpitaux, qu'on puisse ramasser les morts qui jonchent certaines rues de la capitale. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi notamment les pays européens, en tête desquels la France et l'Allemagne, qui ont demandé à un cessez-le-feu. On sait aussi que les États-Unis, par la voix du chef du département d'État, Anthony Blinken, se sont dit extrêmement préoccupés et ont appelé également les deux parties à cesser les hostilités. Donc bref, la situation pour le moment à Khartoum, elle est encore
assez confuse, mais on espère qu'avec la pression collective à la fois des pays arabes et aussi de l'Union africaine, il faut savoir que Moussa Mahamat Faki, le président de la commission de l'Union africaine, a aussi demandé les deux parties à un cessez-le-feu, et il a déjà eu un accord de principe de la part des chefs d'État, du président de l'Union africaine, pour se rendre immédiatement à Khartoum dès que les conditions le permettront. Donc, tout ça fait que, évidemment, la communauté internationale, qui est très inquiète de la situation au Soudan, parce qu'un embrasement au Soudan aurait des conséquences cataclysmiques sur toute la région, et donc ça, on n'en veut pas. C'est déjà une région qui est fortement perturbée, et donc y ajouter encore de l'instabilité avec une guerre civile au Soudan serait extrêmement préjudiciable pour l'ensemble de la zone. Donc, véritablement, on espère que rapidement, ce cessez-le-feu-là sera mis en place, et que rapidement, on ait des délégations qui se rendent à Khartoum pour amener les deux parties à une table de négociation. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale et la situation au Soudan. On reste en musique, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.